état d'exception, dont je pense qu'on va un tout petit peu parler de ça avec Maître Jean-Philippe Feldman, que nous accueillons. Bonjour Maître, comment allez-vous? Et professeur, donc avocat à la Cour de Paris et professeur à l'Université de Bretagne Sud, et aussi maître de conf à Sciences Po, qui a écrit récemment un ouvrage sur l'exception française de l'Ancien Régime jusqu'à Emmanuel Macron, et qui va nous parler d'une autre exception, qui est un tout petit peu le régime d'exception, entre guillemets, dans lequel… Alors, attendez, je vais remettre… Jean-Philippe, je vais vous mettre en vedette, voyez-vous. Vous êtes la vedette. Le régime d'exception que nous vivons évidemment, depuis au moins un an, mais en fait plus loin que ça, depuis au moins 2015. Et exception française, histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron. Alors, c'est assez amusant parce qu'Emmanuel Macron, il y a 3 ans, c'était lors d'un discours, un rassemblement à New York devant les Français de l'étranger, il a eu un petit lapsus, Emmanuel Macron. Il a dit je voudrais qu'on sorte de l'état de droit. Et donc, après, il a réalisé son lapsus, évidemment. Et il se trouve qu'on est sorti de l'état de droit, effectivement, depuis, je voulais dire de l'état d'urgence, mais on est rentré dans un état d'urgence supplémentaire, dirons-nous, l'état d'urgence sanitaire, depuis un an. Et Maître, j'espère je suis assez certain que vous allez nous éclairer sur toutes les problématiques juridiques en termes de constitution et d'état de droit, évidemment, qu'il y a là derrière. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est plutôt un économiste, qui est Robert Higgs, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Crise et Léviathan, dans lequel il explique comment les grandes crises, que ce soit les crises économiques ou les crises sanitaires ou les guerres, favorisent l'enflure du pouvoir. Et évidemment, quand la crise disparaît, le pouvoir n'en revient pas à sa position initiale. Donc pour les libéraux, pour les gens pour les libéraux, les démocrates, pour tout citoyen à peu près sensé, c'est évidemment un problème. Donc j'espère que vous allez nous expliquer un peu mieux quelles sont les différentes problématiques de cet état d'urgence sanitaire. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je rappelle aussi que vous faites partie de l'ALEPS, qui publie le bulletin de l'ALEPS et aussi la nouvelle lettre, que vous écrivez souvent dans le Journal des Libertés. Je vous en prie. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Absolument. Bon, j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur, donc je suis obligé de passer par mon téléphone portable et j'espère que ça ne va pas être la catastrophe comme la dernière fois que j'ai utilisé ce moyen de communication lors d'une émission télévisée. Alors, vous disiez, est-ce qu'on est sorti de l'état de droit? La question est de savoir s'il n'y a jamais eu un état de droit en France. C'est une question assez intéressante. C'est vrai que lorsqu'on dit restaurer l'état de droit, ça m'amuse toujours. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, on ait beaucoup de leçons à donner dans ce domaine-là. Ma conférence, évidemment, est à l'ordre du jour. Il y a eu des évolutions même aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais par exemple, nous venons d'apprendre il y a peu de temps que finalement, on n'aurait pas besoin d'une attestation de sortie la journée pour les régions concernées, dans la mesure où, de toute façon, le système était complètement incompréhensible. Je dois vous dire que j'ai lu ce matin avec une forte attention la dernière mouture du certificat de sortie. Je n'ai rien compris sur certains points, ou en tout cas, au bout de 3 ou 4 lectures, je pense avoir compris certaines choses, mais je n'en suis pas sûr. Donc, nous nageons effectivement en pleine bureaucratie. C'est aussi l'un des objets de mon allocution. Alors, tout le monde connaît l'état d'urgence tel qu'il existe, puisque nous sommes effectivement sous l'empire de l'état d'urgence depuis maintenant un an ou un peu plus d'un an. Ça a commencé officiellement par une loi du 23 mars 2020, mais en réalité, il y avait eu, je vais y venir, quelques textes antérieurs. Comme on pouvait s'y attendre, la loi a fait l'objet d'une prorogation et lorsqu'on est sorti de la première loi, on est entré dans une nouvelle loi, sous l'empire d'une nouvelle loi, selon laquelle il y avait une
un état d'urgence qui n'existait plus, mais on préparait en réalité le suivant et on préparait surtout les règles de sortie de l'état d'urgence qui évidemment est revenu et qui est aujourd'hui toujours à l'ordre du jour. Tout le monde connaît ces éléments-là. Alors, C'est quoi l'état d'urgence sanitaire du coup? l'état d'urgence sanitaire, c'est le premier point de ma conférence. Qu'est-ce que le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire? Alors, c'est quelque chose tout à la fois de nouveau et d'absolument pas nouveau. C'est quelque chose de nouveau parce qu'effectivement, je le disais, la loi du 23 mars 2020 a modifié le Code de la santé publique en insérant un nouveau chapitre donc, sur ce sujet-là. Néanmoins, il y avait eu précédemment une série d'arrêtés du ministre de la Santé et surtout, il y avait eu un décret de confinement du Premier ministre de l'époque, du 16 mars 2020, dont la légalité reste aujourd'hui toujours contestée par un certain nombre de constitutionnalistes. Alors, il faut relire cette loi, puisqu'elle nous dit que l'état d'urgence peut être déclaré sur toute ou partie du territoire national, je cite, en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population, et cela par un décret pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de la Santé. Et il est précisé que la prorogation de ce régime ne peut exister que par une loi au-delà d'une durée d'un mois. Et ce régime de l'état d'urgence, c'est un régime extrêmement attentatoire aux libertés, puisqu'il était prévu dès l'origine que le Premier ministre puisse limiter les libertés de 10 manières différentes. Alors, je ne vais pas reprendre tous les éléments, d'autant plus que nous l'avons tous vécu. Interdire la circulation ou restreindre la circulation, interdire ou restreindre les sorties de domicile, mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées, fermeture d'un certain nombre de commerces, interdiction des rassemblements sur la voie publique, réquisition de tous les biens et services nécessaires, possibilité de contrôle des prix et limitation de la liberté d'entreprise si cela est nécessaire. Alors, il faut quand même préciser que la loi a encadré a priori de manière assez stricte cette réduction extrêmement importante des libertés, puisque les décrets qui sont pris en application de la loi ne peuvent avoir lieu que pour garantir la santé publique. Alors, intéressant ce terme de garantie par rapport à d'autres réformes législatives ou constitutionnelles en cours. Et les mesures doivent être également strictement proportionnées aux risques sanitaires. On doit mettre fin sans délai aux mesures si elles ne sont plus nécessaires. Et il peut y avoir des recours d'urgence devant le juge administratif. Voilà quel est le régime de l'état d'urgence sanitaire tel qu'il a été mis en place l'année dernière et tel qu'il existe, on peut dire, toujours aujourd'hui. Et dans la Constitution, la législation française, est-ce qu'on a déjà ce genre de dispositif de crise? Comment ça fonctionne généralement? Alors, comme je le disais, c'est quelque chose de nouveau et de pas nouveau. Ça n'est pas nouveau parce qu'en réalité, notre pays a connu une multitude de mécanismes de suspension des libertés, soit dans la Constitution, soit dans la loi, et avec des règles qui existent encore toujours aujourd'hui. Donc ça a commencé sous la Révolution française, avec la Constitution de l'an 8, ça a continué avec la Charte de 1814, et puis il y a eu un régime qui a été établi en 1849 puis en 1878 sur l'état de siège. J'en parle précisément parce que ce régime est toujours applicable aujourd'hui. Il y a eu également l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955 dont on doit parler parce que c'est une loi qui a été prise pour les états d'urgence en général, mais en réalité, compte tenu de la date, vous vous en doutez bien, relativement à la crise algérienne. Et cette loi, bien que c'est pu être contesté un temps, est toujours applicable aujourd'hui. Elle a été modifiée et complétée depuis lors. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi d'urgence sanitaire singe en très grande partie cette loi, ne serait-ce que par les termes que j'ai explicitement cités à dessein tout à l'heure, puisque c'était en gros les mêmes termes relativement à cette loi de 1955. Cette loi de 1955 que là encore nous connaissons tous,
en tout cas en pratique, puisque cette loi a été mise en application à la suite de la crise algérienne à plusieurs reprises, notamment en 2005, lors de la crise des banlieues provoquée par un certain nombre d'intellectuels reconnus de nos banlieues françaises, et également après les attentats terroristes de 2015, ce qui veut dire d'ailleurs que depuis 2015, on est en gros sous un régime d'exception quasi permanent, j'exagère à peine. À noter aussi que la France, qui a ratifié très tardivement la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 1974, a émis une réserve d'interprétation sur un article de cette convention, puisque la Convention européenne prévoit une possibilité de régime exceptionnel, c'est-à-dire une possibilité de dérogation à la Convention, et la France a indiqué à ce moment-là que les circonstances exceptionnelles qui permettaient de déroger dans une certaine limite à la Convention européenne comprenaient l'article 16 de notre Constitution, c'est-à-dire les célèbres pouvoirs exceptionnels du chef de l'État, les lois également sur l'état de siège et sur l'état d'urgence. Et puis, dernier point, l'état d'urgence tel qu'il a été mis en place aujourd'hui a été très contesté par beaucoup de constitutionnalistes, dans la mesure où on considérait que cette législation était fortement inutile, dans la mesure où on aurait très bien pu s'appliquer justement sur cette loi de 1955 sur l'état d'urgence, et d'ailleurs on aurait pu utiliser d'autres mécanismes avec effectivement des dangers dont on va parler, notamment le fait que la loi actuelle concerne, je cite, une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est extrêmement vague. Et entre nous, ces prochaines années, est-ce qu'une grippe carabinée particulièrement sévère ne rentrerait pas dans les indications possibles de la loi? Ça pose la question en fait de la légitimité finalement de ces dispositions de crise. Voilà, alors c'est le troisième point de ma conférence. Alors un point double en réalité, quelle est la légitimité de ces dispositions de crise actuelles et quels sont les risques encourus à court terme et à plus long terme? Alors, c'est un vieux débat aussi parmi les constitutionnalistes de savoir si on doit prévoir l'exception dans la règle. Est-ce que les circonstances exceptionnelles doivent être stipulées dans une constitution ou pas, ou éventuellement dans la législation? Pour beaucoup de juristes, c'est une hérésie. Je pense notamment très anciennement à Benjamin Constant, qui nous disait qu'à partir du moment, en réalité, où on prévoyait des exceptions aux principes constitutionnels, eh bien, la Constitution n'existait plus. Il avait bien sûr en tête les exemples de la Révolution française. Ou bien, pensent d'autres juristes, qui sont autant des défendeurs des libertés, bien entendu, eh bien, mieux vaut prévoir ces circonstances exceptionnelles parce qu'elles peuvent arriver, et dans ce cas, mieux vaut effectivement encadrer ces dispositifs pour qu'ils soient moins dangereux. Oui. Et donc, il faut prévoir un certain nombre de garde-fous qui sont, je dirais qu'on peut résumer en 4 points de manière assez classique. L'opinion publique, éclairée par la liberté de la presse, sous le contrôle du Parlement et sous la garantie de recours juridictionnel. Donc, on peut effectivement en parler. Alors, l'opinion publique, elle existe, bien entendu. Nous sommes dans une démocratie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut être un petit peu inquiet en France, dans la mesure où je reprends un sondage qui est apparu au mois de janvier, qui nous expliquait que les 2/3 des Français, depuis le début de la crise sanitaire, estimaient que les mesures prises par le gouvernement n'étaient pas assez strictes. Et donc, ça veut dire que nous sommes quand même dans un pays dans lequel les gens ne font pas confiance à leurs voisins, mais font confiance à l'État. Donc ça, c'est un grand classique de l'histoire de France. Triste. Cela dit, on a pu voir que ça pouvait un petit peu changer, puisque le dernier sondage que j'ai pu voir relativement à ce reconfinement qui ne dit pas son mot, qui existe dans un certain nombre de départements ou de régions françaises, eh bien, les gens
varient suivant qu'ils sont concernés, qu'ils ne sont pas concernés, comme par Et hasard. oui, C'est-à-dire que le dernier sondage nous dit que 70% des Français sont pour lorsqu'ils ne sont pas concernés. Et en gros, la moitié des Français est pour, ce qui veut dire en gros la moitié des Français est contre lorsqu'il s'agit de personnes intéressées. On croirait un sondage sur les impôts, hein, où c'est toujours les impôts ne sont pas assez élevés, mais toujours pour les autres en France, bien c'est ça. entendu. Alors, Et il faut une presse aussi libre. Est-ce qu'on a une presse libre, évidemment? C'est une la autre presse question. libre, Subventionnée. on a officiellement une presse libre, mais évidemment, on a beaucoup de difficultés. C'est vrai que j'écoutais avec beaucoup d'amusement à la suite du discours du Premier ministre jeudi soir deux chaînes de télévision que je ne citerai pas. Il y en avait une qui chantait les louanges du gouvernement comme d'habitude et l'autre qui était quand même extrêmement sévère sur le discours du Premier ministre. Donc, on a quand même une liberté de la presse, n'exagérons pas en France, mais c'est Oui. vrai que qu'est-ce qui n'est pas subventionné dans notre pays? Évidemment, une presse qui est subventionnée, c'est une presse qui est moins libre qu'une presse qui n'est pas subventionnée. Troisième point, le Parlement. Ben, disons les choses très clairement, surtout sur le premier confinement, ça a été, je dirais, le fantôme. Le Parlement, Ah après oui, donner un blanc-seing impressionnant, hein. au gouvernement, avec quand même des décisions des assemblées qui ont été absolument effarantes, puisque l'Assemblée nationale a décidé en réalité, en gros, de ne plus se réunir, ou quasiment de ne plus se réunir, et le Sénat a décidé de son côté de maintenir simplement les questions au gouvernement. Donc, ça a été quand même un très grave problème. Et puis, la justice, eh bien, elle a été extrêmement critiquée. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais juste pour parler de la justice administrative, puisque on avait effectivement la possibilité de saisir en référé le juge administratif dans le cas où une liberté dite fondamentale se trouvait en jeu, ce qui permettait à la justice administrative bien de dire au gouvernement qu'il ne devait pas faire certaines choses ou qu'il devait faire certaines choses. Le Conseil d'État, notamment, a été extrêmement critiqué, puisque si je prends un article d'avril 2020, sur les 46 premières décisions du Conseil d'État, 41 avaient opposé une fin de non-recevoir D'accord. au recours qui avait été lancé. Donc, OK. autrement dit, le contrôle était là aussi pour le moins faible. Alors, Pas de garde-fous, hein. Il y a très peu de garde-fous, du coup. Enfin, il n'y a quasiment pas de garde-fous depuis un an. mais d'un autre côté, ça n'est pas surprenant, puisque de toute façon, des garde-fous, il n'y en a guère en temps ordinaire. En temps ordinaire, tout à fait, ouais. C'est vrai que les gens sont toujours surpris lorsque, dans les circonstances exceptionnelles, on n'est quasiment pas de contre-pouvoir, mais s'ils n'existent pas en temps ordinaire, il y a quand même relativement peu de chances qu'ils existent dans les circonstances exceptionnelles. Et c'est vrai qu'en France, eh bien, on a un gouvernement, alors on ne va pas dire un gouvernement tout-puissant parce que c'est faux, on a tout simplement un chef de l'État tout-puissant qui a entre les mains bien, à peu près tous les pouvoirs. Ouais. Pas le pouvoir juridictionnel, bien entendu, mais il y a beaucoup de réserves à formuler sur ce sujet parce que la justice n'a pas le prestige qu'elle peut avoir dans d'autres Dans le pays, pays. notamment d'autres pays de nature anglo-saxonne. Et puis, le Parlement, surtout dans l'opposition, n'a pas le statut non plus qu'il a dans les pays anglo-saxons, ne serait-ce sans doute que parce que l'opposition est extrêmement divisée. Lorsqu'il y a une opposition qui est stable, ferme et puissante au Parlement, eh bien, Elle a un évidemment, pouvoir. il y a un véritable contre-pouvoir. Ouais. Donc, en fait, le régime d'exception que nous vivons depuis un an, euh, finalement, il est dans la continuité de l'exception française que vous dénoncez dans votre ouvrage, je crois, dans votre dernier ouvrage. Alors, il faut distinguer. Disons que là encore, pour bien comprendre le régime d'exception aujourd'hui, il faut comprendre, je dirais, l'évolution des règles constitutionnelles et législatives françaises par le passé. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'instaurer un régime d'exception en France que dans d'autres pays. Mais il faut reconnaître que la crise est une crise mondiale, que tous les pays ont dû s'adapter. Certains l'ont fait je dirais avec pragmatisme, d'autres l'ont fait avec beaucoup de textes, beaucoup de bureaucratie. Alors on dira peut-être avec moins d'hypocrisie que dans d'autres régimes, mais en tout cas c'est sûr qu'on était très bien placé dès qu'il s'agit de mettre en place des textes
des ordonnances, une bureaucratie pour contrôler des circonstances exceptionnelles. Et alors, comment on peut expliquer historiquement je veux dire, cette attraction pour le pouvoir, du pouvoir français pour… finalement, il y a un problème de démocratie en France, qu'on voit aujourd'hui évidemment, mais ce n'est pas nouveau. Il y a un problème de contrôle du pouvoir et des contre-pouvoirs. Historiquement, comment ça s'est mis en place en France? Eh bien, j'en reviens très souvent à un de mes auteurs de prédilection, Alexis de Tocqueville, qui nous disait de manière brillante que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il y avait moins de rupture que de continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution. Oui. Nous sommes passés d'un régime monarchique plus ou moins absolu, parce qu'il était souvent plus absolu dans les termes qu'en réalité, en tout cas, un régime dit absolu à partir de la fin du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle, à la République, à la démocratie, mais avec des trous historiques, c'est-à-dire quand même un certain nombre de régimes de nature plus ou moins dictatoriale, évidemment de l'Empire au régime de Vichy, et avec aujourd'hui une constitution, la constitution de 1958 voulue par le général de Gaulle et Michel Debré, qui est une constitution qui entend donner le pouvoir à un certain nombre d'hommes, des pouvoirs extrêmement puissants, par réaction d'ailleurs au régime précédent, sous lesquels il y avait un Parlement en apparence très puissant qui était en réalité totalement impuissant et qui finalement, dans les dernières années, donnait plus de pouvoir à l'administration qu'aux hommes politiques. Donc c'est effectivement une longue histoire puisqu'on est passé d'un absolutisme monarchique à un absolutisme démocratique, avec aujourd'hui un régime français qui est une exception. Nous sommes le seul pays important, moyennement important ou important dans le monde entier à avoir ce régime-là, c'est-à-dire un régime parlementaire à présidence forte. Nous sommes le seul à avoir cette monarchie républicaine que, paraît-il, les Français aiment bien, puisqu'il paraît que nous aimons voter pour notre maître tous les 5 ans maintenant, et ensuite nous nous désintéressons plus ou moins du pouvoir. Comment finalement, historiquement encore une fois, est-ce qu'on peut comprendre comment la constitution de l'État, enfin pas la constitution au sens juridique, mais la constitution au sens de formation graduelle de l'État français a abouti à ce genre de choses, a abouti à cette espèce d'absolutisme d'abord monarchique et puis ensuite démocratique? Est-ce qu'on peut trouver une explication historique dans la formation de l'État français au fil des siècles? Oui, Ou est-ce que ça vient des circonstances, ça vient finalement des contingences historiques? il y a toujours les contingences historiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce vieux débat. Est-ce que les hommes politiques au pouvoir bénéficient des circonstances ou est-ce qu'ils les créent? Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Les deux. Maintenant, c'est sûr qu'on a une évolution étatique française qui est très particulière, puisque eh bien, la France, c'est un État, on le sait. C'est un État qui est dès l'origine un État qui se veut puissant. C'est aussi un État qui a une géographie particulière, avec des frontières qui, très globalement, sont assez bien préservées, sous une réserve, dans le nord-est de ce qui va devenir la France. Un roi de France qui va très progressivement étendre son pouvoir sur un certain nombre de régions, très progressivement, hein, puisque ça va se passer sur un certain nombre de siècles, mais déjà un État qui est un État qui se veut central, centralisé, qui doit lutter contre les séparatismes locaux et qui doit aussi avoir des dépenses assez importantes parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on sait aujourd'hui, par de nombreux historiens de courants idéologiques divers, donc on peut les accuser d'être dirigés politiquement dans un sens particulier, que la France a toujours été à la pointe de la fiscalité depuis le Moyen Âge. Donc, on a un régime, effectivement, qui s'est construit, une nation française qui s'est construite, et finalement, les libertés, les règles constitutionnelles, les règles de défense des libertés
sont passés un petit peu à côté par rapport à la construction de cet État qui était le point central pour nos monarques. On a inventé la TVA, je crois, dans les années 50. Oui, ça a été un Bon, des rares grands succès français. bonne exportation française. J'aimerais votre point de vue, maître, sur cette loi 3D ou parfois 4D qui couvre au Sénat depuis à peu près un an, c'était juste avant la crise du Covid, et qui pourrait être quelque part intéressant dans le sens où, alors évidemment, on ne va pas remettre en cause l'unité de la République, mais il y a quelques pas timides, certes, mais peut-être intéressants pour de la différenciation, de l'expérimentation. Et alors moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pour davantage de reddition des comptes au niveau local, par exemple. Que pensez-vous de son succès potentiel? Nous sommes à une année de l'élection présidentielle, donc on peut supposer qu'il ne va pas se passer grand-chose jusqu'à cette élection, et ensuite ça sera suspendu au résultat de cette élection. Donc je crois que, bon, moi je suis un partisan de la théorie des 100 jours, donc si vous voulez, si vous ne faites pas un certain nombre de réformes immédiatement, vous ne les Absolument. ferez pas après. Maintenant, tout va être bloqué par la préparation de l'élection présidentielle, si tant est que ça ne soit pas déjà le cas. Et en plus, on a ces circonstances très particulières de la crise sanitaire. Cela dit, pour revenir sur la question, je dirais, de lutte contre le centralisme, d'autonomie locale, etc., on en avait déjà parlé et ça se trouve dans la Constitution puisqu'il y a eu une révision constitutionnelle de mémoire en 2003 sous Jacques Chirac. Et à ce moment-là, on avait prévu la possibilité d'expérimentation législative. Donc, il y a déjà des possibilités, même si entre nous, la réforme de la Constitution a été absolument incompréhensible. Enfin, le texte est rédigé de manière absolument horrible. Cela D'habitude. dit, euh, oui et non, parce que originellement, la Constitution de 1958 était très bien rédigée. Oui, Mais à oui, oui. l'époque, c'était les juristes qui rédigeaient les constitutions et les textes législatifs. Tout a changé depuis pas mal d'années. Donc, on avait déjà parlé de ces expérimentations législatives, mais tout a été en fait encadré de manière, je dis, à peu près incompréhensible. Et on avait même prévu une règle qui va directement à l'encontre de ces systèmes d'autonomie locale, parce qu'on a toujours peur de l'autonomie locale en Bien France, sûr. c'est la péréquation, qui est quand même une notion typiquement socialiste, qui a été mise dans le texte constitutionnel grâce à Jacques Chirac. D'accord. Donc la péréquation date. Oui, donc on a tué dans. Enfin, oui, c'est complètement paradoxal, effectivement. Ça existait déjà dans la loi, mais ça a été gravé dans le marbre de la Constitution, effectivement. En même temps. D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces réflexions tout à fait passionnantes, Maître Feldman. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, Exception française, histoire d'une société bloquée de l'Ancien Régime à Emmanuel Macron. Et merci d'être intervenu à la Fête de la Liberté. Et on vous souhaite une bonne une bonne continuation de week-end, peut-être confiné, je ne sais pas. Et Acheter mon ouvrage très important, je compte aller aux Bahamas l'été prochain. d'accord. Merci beaucoup, Maître.